je me présente, je suis Audrey, diététicienne au sein de l'hôpital Larrey et aujourd'hui je vais vous parler plus spécifiquement de la prise en charge diététique pour la mastocytose justement. On va commencer avec quelques chiffres, à savoir qu'il y a au moins une personne sur deux qui va présenter au moins une intolérance alimentaire et que dans la majorité des cas, on va observer des réactions digestives, donc ça peut être des troubles digestifs, des ballonnements, des nausées. Et en second temps, on remarque aussi pas mal de réactions cutanées, donc flush, prurite, lésions cutanées. Et il faut aussi savoir qu'il y a 78% des patients qui présentent au moins une intolérance à une boisson alcoolisée. Ouais. Donc nous, on s'intéresse aux aliments justement qui sont riches en histamine et les aliments histaminolibérateurs, justement, qui peuvent être à l'origine de certaines réactions. Donc on sait que l'histamine, on en retrouve dans beaucoup d'aliments, beaucoup de groupes d'aliments comme les fruits, les légumes, les sources de protéines, tout ce qui est viande, poisson, œufs, ou encore les produits laitiers, tout ce qui est aussi épices, donc alcool. Mais en aucun cas on conseille de tout enlever parce que sinon c'est une alimentation trop restrictive avec un risque de carence nutritionnelle. Donc vraiment, c'est une liste non exhaustive. Mais ça permet de donner une idée. Ce qui est important de prendre en compte, c'est que vraiment la tolérance, elle va être fonction de plusieurs paramètres. Elle va dépendre de l'effet dose, c'est-à-dire la quantité de l'aliment qui est ingéré. Peut-être qu'un aliment qui contient de l'histamine, quand il est consommé en petite quantité, il vous provoquera aucune réaction. Mais par exemple, si on en mange pour l'entrée et pour le plat, ça va faire une quantité un peu trop importante et à ce moment-là, il ne sera pas toléré de la même manière. Ça va aussi dépendre de l'effet cocktail, c'est-à-dire le fait d'associer plusieurs aliments riches en histamine et à ce moment-là, multiplier le risque de réaction et aussi ne pas savoir réellement quel aliment nous a provoqué la réaction. Et ça dépend aussi de la nature de l'aliment, de sa provenance, de comment on va le préparer. Est-ce qu'il a subi une cuisson ou pas? Est-ce que c'est un aliment en conserve où il y a des additifs? Parce que ça aussi, on sait que ça peut avoir une influence. Et oui. Vous parlez du mode de cuisson, et ça c'est la première fois que j'entends parler du fait que le mode de cuisson peut transformer la teneur en histamine, et c'est-à-dire? C'est-à-dire que ça dépend encore des personnes, la tolérance elle est propre à chacun, mais peut-être par exemple si on prend l'exemple de la tomate, une salade de tomates peut-être que ça passera très bien, et une sauce tomate préparée à ce moment-là, ça sera plus difficile. Encore une fois, c'est vraiment variable et propre à chacun. Mais ça joue aussi sur la tolérance. Et en plus de l'alimentation, donc on l'a vu tout à l'heure, il faut bien prendre en compte qu'il y a tous les facteurs extérieurs qui vont jouer sur cette tolérance. Donc les variations de température, le stress, les émotions. Est-ce qu'on a eu des interventions chirurgicales récentes? Est-ce qu'on a été récemment malade? Est-ce qu'on a eu de la fièvre? Voilà, tout ça aussi, ça joue un rôle. Donc on s'aperçoit que le plaisir alimentaire, il est quasi systématiquement impacté, on a une anxiété au moment de préparer les repas, au moment de passer à table, et qu'on s'impose pas mal de restrictions alimentaires qui sont non nécessaires, et derrière ça engendre des carences nutritionnelles. L'impact social, il est aussi touché quand on mange à l'extérieur ou quand on est invité chez des amis, tout simplement parce que on n'a pas le contrôle sur la préparation, on ne sait pas forcément qu'est-ce qui a été mis dedans, donc ça impacte justement ce plaisir alimentaire. Et quasiment systématiquement dans les restaurants, malgré le fait que je demande de ne pas me mettre telle ou telle chose, à chaque fois ils se viandent parce que je suis malade après. Pas pour le manger, si c'est la même. Non, mais ils me disent non, on vous a pas mis, mais après je suis malade quand même. Après, ça peut être des épices, ça peut être des épices, le stress. C'est ça. Puis maintenant dans les restaurants, il y a beaucoup l'effet mode. En fait, ils prennent pas en compte la pathologie, donc c'est pas souvent respecté. Donc au niveau de la prise en charge diététique, on essaie de... Ah, ça s'affiche pas. Ah, c'est bon. De prévenir les effets secondaires liés à l'alimentation, de réduire justement toutes ces restrictions alimentaires qui ne sont pas nécessaires, ce qui va aider à améliorer la qualité de vie, à prévenir les carences et à réduire l'anxiété au moment de passer à table. Et pour cela, ça nécessite vraiment d'avoir une prise en charge personnalisée.
Donc, ce qu'on conseille, c'est d'essayer d'identifier sa tolérance. Est-ce que le plaisir que vous éprouvez au moment de manger, il va être plus important que les éventuels symptômes qui peuvent apparaître après? Ce qu'il faut bien prendre en compte aussi, c'est que tous ces effets secondaires, les crises qui peuvent survenir, ça n'aggrave pas la maladie. Et qu'il y a aussi voilà, la possibilité de prendre un antihistaminique en préprandial. Bon, il faut essayer voilà, de cibler ces restrictions alimentaires. Est-ce que voilà, quand vous allez manger un aliment qui contient de l'histamine, même en petite quantité, un jour où vous vous sentez particulièrement bien, là vous allez voir peut-être que cet aliment-là ne passera pas du tout. Et à ce moment-là, voilà, il faut le mettre de côté. Ou est-ce qu'au contraire, peut-être qu'un aliment riche en histamine, quand vous allez en consommer une petite quantité, un jour où voilà, vous êtes un peu plus en forme, ça passera très bien, il n'y a pas de souci. Donc là, c'est bien d'essayer d'adapter la consommation de ces aliments-là et en aucun cas de le supprimer. Ou est-ce qu'au contraire, pas de souci, malgré qu'il y ait de l'histamine, ça va très bien passer sous n'importe quelle forme et dans ces cas-là, vous pouvez l'introduire au quotidien dans votre alimentation. Et on s'aperçoit au final que la majorité des aliments restent quand même consommables, qu'il faut juste adapter la façon de le préparer. Est-ce qu'il existe des méthodologies à suivre pour justement classifier les aliments, c'est-à-dire quelque chose de simple qu'on pourrait suivre à la maison? Nous, ce qu'on conseille souvent, c'est d'essayer de se noter un petit peu les repas que vous faites en fait sur plusieurs semaines et de voir voilà, est-ce que vous avez une réaction ou pas. Et en fait, au fur et à mesure, vous allez voir peut-être, ah ben là, il y a tel aliment qui revient, peut-être que voilà, il faut que j'adapte sa consommation ou que je le mette de côté. Après, c'est assez difficile dans nos pathologies parce qu'on a souvent des réactions retardées. Donc, c'est jamais forcément au moment T. Ouais. C'est des fois 24 heures après ou des fois quelques heures après. Donc, c'est très dur de repérer l'aliment en cause ou l'allergène en cause. Oui, ça c'est la difficulté, mais c'est bien quand même de repérer quand ça survient et comme ça on essaie de lister au mieux. 2 heures que 24 heures. Comment? C'est plutôt 2 heures que 24 heures. 2 heures, ouais, plutôt 2 heures que 24. Donc voilà, ce qu'on conseille, c'est en aucun cas de supprimer tous ces aliments-là, de faire une éviction des aliments qui sont potentiellement à risque et d'essayer un aliment à la fois. Voilà, ne pas multiplier les sources pour pas se perdre et tout supprimer d'un coup. Donc c'est ce qu'on disait, hein, de créer sa propre liste de tolérance, son propre journal alimentaire. C'est ce qu'on recommande. Donc voilà, après voilà, vous pouvez vous renseigner auprès de professionnels de santé qualifiés, auprès d'associations patients, on le verra un petit peu plus tard dans la journée avec notamment l'association Assomast. Je vous remercie. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Du coup, le food maps. Ah. Alors ça c'est autre chose. Souvent les food maps c'est plutôt dans le cadre d'un intestin irritable. Ça, voilà. C'est quoi les food maps? Alors, ce sont des types de sucres qu'on va retrouver dans plusieurs groupes d'aliments qui peuvent interagir justement quand on a cet intestin irritable et on essaie d'adapter un petit peu cette consommation, mais en aucun cas c'est lié à la mastocystose. Oui. Est-ce que le sucre ajouté peut être mal toléré dans le cas d'une mastocytose? Parce que bizarrement, dès qu'on rajoute du sucre ou que les gens qui mangent aujourd'hui, par exemple, vous allez chez un pâtissier, c'est impossible pour moi de manger une pâtisserie. C'est impossible. Ouais. Après ça c'est encore une fois c'est propre à chacun. Hein. C'est pas... Est-ce que vous avez d'autres questions? Ça va?